est avec Michel Etchaninov, philosophe et auteur du livre Dans la tête de Vladimir Poutine, qui est ressorti cette année chez Actes Sud en version augmentée. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes aussi rédacteur en chef de Philosophie Magazine, dans lequel vous publiez un reportage sur Odessa où vous vous êtes rendu il y a quelques semaines. Odessa, une ville donc pleine de contradictions et contre laquelle Vladimir Poutine, pour le moment, refuse de lancer l'attaque. Pour quelle raison, Michel Etchaninov? Je crois que pour l'instant, Vladimir Poutine, d'après toutes les personnes et les experts que j'ai interrogés, ne peut pas prendre Odessa. Par la mer, puisqu'Odessa est le grand port ukrainien sur la mer Noire, un port stratégique, puisque une grande partie du grain mondial y est pour l'instant stocké et ne peut pas sortir, et bloqué. Par la mer, c'est pas possible parce que sans doute Vladimir Poutine ne dispose pas assez de troupes, de forces maritimes. Et par la terre, il faut d'abord prendre une autre ville qui est à 2 heures d'Odessa, qui s'appelle Mykolaïvsk, mais qui a été bombardée encore ce matin, qui est quand même de plus en plus bombardée ces temps-ci. Si Mykolaïv saute, alors les troupes russes terrestres pourront approcher d'Odessa. Donc Mykolaïv tient. Je pense que pour l'instant, Vladimir Poutine a encore fort à faire pour s'emparer de la totalité du Donbass, mais il est certain qu'Odessa reste pour lui un objectif stratégique, culturel, idéologique. Oui, justement. Que représente Odessa symboliquement, idéologiquement, culturellement dans le monde russe? C'est vraiment une ville très particulière. D'abord, c'est une ville très importante pour l'Ukraine, puisqu'on l'a dit, c'est un port. C'est une des plus grandes villes du pays. Elle est également très investie symboliquement par l'État russe, par le Kremlin, pour plusieurs raisons. D'abord, Odessa a été fondée par Catherine II au XVIIIe siècle dans une région qu'elle avait appelée la Novorussia. Elle a colonisé en fait cette région au XVIIIe et a voulu en faire une sorte de nouvel empire russe. Pétersbourg du Sud, c'est comme ça qu'on surnomme. Et d'ailleurs, la ville est magnifique et somptueuse comme Saint-Pétersbourg au nord. Et donc pour Vladimir Poutine, qui est un héritier de l'impérialisme russe, c'est une ville qui appartient au monde russe. Ensuite, il y a une deuxième raison qui rend Poutine assez rageux vis-à-vis d'Odessa, c'est qu'en 2014, il y a eu plusieurs dizaines de militants pro-russes qui ont péri dans un incendie. Oui. Et Vladimir Poutine, quand il a lancé sa guerre en Ukraine, a dit à plusieurs reprises « Je connais les coupables et nous allons les arrêter ». Donc Odessa reste pour Poutine personnellement, d'abord quelque chose qui doit faire partie de ce grand empire russe dont il rêve, et en plus un endroit où il faut punir les pro-ukrainiens. Alors, vous racontez dans votre article la vie en pleine guerre, malgré tout, et c'est très paradoxal, parce que voilà, on voit ces images-là, les bords de la mer Noire, où les habitants d'Odessa continuent de se rendre, alors que, vous le disiez, à 2 heures de là, les bombes continuent de pleuvoir et où ils ne sont pas à l'abri d'une attaque. Ah bah, vous savez, à Odessa, quand j'y étais, tous les jours, il y a plusieurs sirènes, plusieurs moments où il y a des sirènes, donc il faut se mettre dans les abris, alors tout le monde ne le fait pas, l'électricité saute parfois, on entend des explosions. J'ai un ami qui m'appelait ce matin en me disant qu'à Odessa, il y avait 3 missiles qui étaient tombés ce matin autour de la ville, donc on sait qu'on est sous menace permanente. Il y a eu déjà des missiles qui sont tombés dans Odessa, sur des immeubles d'habitation, sur des supermarchés, etc. Donc on sait qu'on peut être atteint à tout instant, et en même temps il faut vivre. Et moi c'était cette réalité humaine en fait qui m'intéressait, parce que la guerre, elle est loin pour beaucoup d'entre nous, et moi j'avais envie de voir comment on vit la guerre. Vous parlez de carpe diem, cueille le jour. Cueille le jour, c'est une manière d'essayer de surmonter son angoisse. C'est-à-dire, j'ai un Odessite que j'avais déjà rencontré en 2014 qui me dit, tu sais Michel, depuis le début de la guerre, je peux plus écouter de musique. Je peux plus lire. Je suis tout le temps avec des nouvelles du front. Il y a des amis qui sont soldats, qui meurent, etc. Donc, j'ai pas une vie normale. Et donc, pour, en quelque sorte, décompresser, certains Odessites vont se baigner. Alors, la veille de mon arrivée, il y avait malheureusement un homme qui est allé se baigner et qui a sauté sur une mine. Parce qu'une mine russe avait dérivé. Donc, en fait, on est dans ce mélange de danger, d'angoisse profonde, aussi de mobilisation pour aider les réfugiés. Il y a énormément de réfugiés de Mariupol, de Donetsk à Odessa, et en même temps de volonté parfois d'oublier. Et ça, c'est des moments très beaux. J'ai assisté à la réouverture de l'opéra d'Odessa, fermé depuis le début de la guerre. Et puis, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il fallait aller dans un abri en cas de bombardement, c'est ça. Mais c'était extraordinaire parce que tout d'un coup, après l'hymne ukrainien, il y a des chanteurs qui sont venus chanter des airs du Barbier de Séville. Et tout d'un coup, il y a une sorte de bouffée de légèreté. Et je crois qu'évidemment, quand on vit dans la guerre, on a besoin à la fois, comme l'a montré votre reportage,
de mobilisation, mais aussi de légèreté, d'un peu d'oubli. Ouais. À Odessa, je le disais tout à l'heure, donc c'est une ville pleine de contradictions aussi, et où on sent que l'ère post-soviétique n'a pas été très bien digérée, clairement, entre ces gens que vous avez rencontrés qui militent pour que la Russie prenne Odessa, et notamment les intellectuels de l'autre côté qui, eux, veulent annuler tout ce qui représente la Russie dans la ville. Alors, avant l'invasion russe, à Odessa, d'après les sondages qu'on m'a donnés, qui sont des sondages très très fiables, il y avait à peu près quand même 50% de personnes à Odessa qui étaient plutôt pour Poutine. Depuis le début de la guerre, il n'y en a plus que 25%, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est difficile d'être pour quelqu'un qui vous envoie des bombes sur ta tête. Donc, il n'y a pas beaucoup de pro-russes, mais ils existent. On les croise. Moi, j'en ai croisé un. J'ai passé 2 heures avec c'était un chauffeur qui m'emmenait dans un port voisin, et il me disait, moi, de toute façon, Odessa, c'est l'Union soviétique. C'est un nostalgique de l'Union soviétique. Et puis un jour, Poutine prendra Odessa et ça redeviendra comme avant. Mais je crois qu'il y a quand même, c'est plutôt des gens âgés, et parce qu'ils ont connu l'Union soviétique, et il reste encore des nostalgiques, évidemment, de l'URSS. Vous qui avez écrit Dans la tête de Poutine, justement, on sait bien à quel point, et vous l'avez complètement relevé dans votre livre, Vladimir Poutine s'appuie justement sur cette nostalgie. Il ne croit pas à l'égalité, mais il croit au soviétisme. Oui, c'est-à-dire que Vladimir Poutine sait qu'il y a eu l'Union soviétique et sait que c'est un empire qui se décompose lentement, c'est-à-dire que les anciennes républiques soviétiques finalement prennent leur envol, leur essor et choisissent leur destin. Ça, il ne le supporte pas et il joue énormément sur cette nostalgie à coup de propagande. Alors parfois, ça sera de la propagande pro-soviétique en disant c'était mieux avant. Ça sera aussi parfois de la propagande pro-russe en disant finalement qu'Odessa n'a jamais été une ville ukrainienne, qu'elle est une ville russe, etc. Et sur certaines personnes, sur certaines catégories de la population, ça marche. Mais je tiens quand même bien à préciser qu'aujourd'hui, 75% des Odessites se sentent ukrainiens, veulent être fidèles à Kiev et donc ne comptent pas du tout livrer leur ville à Vladimir Poutine. Mais justement, si Odessa aujourd'hui et même Kiev ne sont pas trop bombardés, c'est peut-être aussi parce que Vladimir Poutine veut garder ces symboles presque intacts, peut-être essayer de les prendre justement sans trop y toucher, puisque effectivement, culturellement, ils ont une valeur symbolique très forte. Oui, il y a un de mes interlocuteurs qui disait Poutine au début pensait que les Odessites allaient se libérer, entre guillemets, eux-mêmes et s'offrir à Poutine. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans les premiers jours de la guerre, le maire d'Odessa n'a pas dit grand-chose. Donc les gens se disaient peut-être que, on ne sait jamais, les Odessites vont s'offrir à Poutine. Bon, ça n'a pas été le cas parce que, comme je vous l'ai dit, 3% des gens sont quand même pour l'Ukraine, mais il y a peut-être une répugnance ou une peur pour Poutine de bombarder Kiev, Odessa de manière massive. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça l'arrête. Poutine a quand même bombardé, rasé des villes, et s'il devait continuer à essuyer le refus des Kieviens ou des Odessites de se rendre à la férule russe, moi je n'exclus pas qu'il puisse un jour bombarder Odessa, malheureusement. Merci Michel Etchaninov d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que ce reportage Retour à Odessa est dans Philosophie Magazine, dont vous êtes le rédacteur en chef. Je rappelle aussi donc le titre de votre livre, Dans la tête de Vladimir Poutine, qui est publié chez Actes Sud et qui a donc été augmenté cette année et republié. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.